Il faut vraiment s'imaginer la scène. Des millions de personnes qui, tous les jours, prennent leur téléphone, ouvrent une application et cliquent sur un bouton. Ouais, machinalement, comme un réflexe quotidien. C'est ça. Et ces personnes sont intimement, mais alors absolument convaincues de fabriquer une monnaie numérique qui vaut, accroche-toi bien, plus de 300 000 $ l'unité. Ah oui, le fameux consensus communautaire. Sauf que de l'autre côté, on a le marché ouvert, le marché qui est froid, implacable, et qui nous dit que cette même monnaie vaut très exactement 17 centimes. L'écart est juste vertigineux. C'est le paradoxe ultime de la décentralisation, en fait. Complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette exploration en profondeur, on s'attaque à ce monument qu'est l'effervescence autour du Pi Network en cette année 2026. Parce qu'on n'est plus du tout face à une simple question d'ingénierie financière, là. Non, clairement pas. C'est un phénomène social. Ça ressemble presque à un jeu de rôle en ligne massivement multiloueur, tu vois. Ouais, où des millions de participants essaient de forcer la main aux développeurs. Et même à l'économie mondiale, en exigeant que leur or virtuel devienne de l'argent comptant. C'est fascinant. Du coup, on a rassemblé une montagne de transcriptions récentes. Lourd pour ceux qui suivent le sujet. Notre mission pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de séparer chirurgicalement le code informatique vérifiable, les vrais faits, des rumeurs totalement virales qui enflamment les réseaux. Ce qui n'est pas une mince affaire. Dans ce genre d'écosystème non régulé, l'espoir de gains massifs sature tout. Ouais, la frontière entre une vraie mise à jour et un fantasme collectif est super fine. Très poreuse, oui. Notre rôle, c'est de regarder l'infrastructure réelle, la robustesse du code, pas le volume des hashtags sur les réseaux sociaux. Bon, décortiquons tout ça. Avant de plonger dans les théories mondiales, regardons la mécanique pure, parce que des portes techniques viennent tout juste de s'ouvrir. Des portes très attendues, en effet. Les sources nous confirment que depuis le fameux Pi Day de 2026, donc le 14 mars dernier, la deuxième migration massive a démarré. Enfin, diront certains utilisateurs. Grave. Et on a déjà des chiffres. 119 000 utilisateurs ont franchi cette étape en seulement 14 jours. Ce volume, pour le coup, c'est un test de résistance grandeur nature pour l'infrastructure du réseau. Mais pourquoi cette deuxième phase est si différente de la première concrètement? En fait, la première migration ne concernait que le minage individuel de base, ce que tu animais tout seul. Ok. Mais cette nouvelle étape, elle débloque les bonus d'équipe et les récompenses de parrainage. Ah, la fameuse prime de réseau. C'est ça. Et pour la majorité des pionniers de la première heure, c'est vraiment là que se trouve le gros de leur capital. Pour imager la chose, c'est comme si on ouvrait enfin un immense coffre-fort numérique personnel. Exactement l'idée, ouais. Pendant des années, les gens ont parrainé des amis, accumulé des chiffres sur un écran, mais ces chiffres étaient emmurés. Et là, paf, le coffre s'ouvre. Et les sources soulignent aussi la fin de l'ancienne file d'attente manuelle. Ah oui, ce truc hyper frustrant. Tellement frustrant. Là, on passe à un système de transfert automatique vers les portefeuilles. Mais attention, je lis aussi dans nos documents que les développeurs imposent des barrières monumentales pour y avoir droit. Toujours, oui. La sécurité prime. La checklist du mainnet doit être toute verte. Le KYC, donc la vérification d'identité, doit être réglé. Et surtout, la 2F. L'authentification à double facteur. Voilà. C'est devenu une obligation absolue. C'est quand même dingue de forcer ça, non? C'est ce qui est fascinant ici, en fait. C'est une véritable expérience d'éducation forcée à la cybersécurité. Tu veux dire pour le grand public? Ouais. On a un réseau décentralisé qui oblige des millions de personnes, pas du tout techniques, à comprendre comment lier un compte via email, numéro de téléphone ou Facebook pour sécuriser leurs fonds. Parce que sinon... Sinon, c'est le carnage. Les développeurs savent très bien qu'ouvrir des transferts automatiques sans ces garde-fous, ça inviterait à un pillage massif par des hackers. Donc c'est un mal nécessaire. Totalement. C'est une friction indispensable pour éviter que la confiance dans le réseau ne s'effondre. En parlant de friction, j'ai noté un autre truc assez brutal du côté de l'infrastructure pure. Tu parles des mises à jour des protocoles IE ? Ouais, le protocole 21, les textes mentionnent une date butoir ultra stricte fixée au 6 avril pour les nœuds. Et s'ils ne mettent pas à jour ? S'ils ne sont pas à jour, ils sont purement et simplement déconnectés du réseau. C'est radical. Et ça enchaîne avec le protocole V23 le 18 mai. Honnêtement, déconnecter arbitrairement des participants d'un réseau soi-disant décentralisé, ça paraît hyper agressif. Ça peut paraître contradictoire, oui. Pourquoi une telle brutalité dans le calendrier? C'est l'urgence inhérente au consensus distribué. Il faut bien comprendre qu'une blockchain fragmentée, c'est une blockchain morte. D'accord, mais à ce point... Oui, parce que si un pourcentage trop grand de nœuds valide des transactions avec de vieilles règles pendant une migration massive, on risque un hard fork accidentel. Une scission de la base de données, en gros. Exactement. Ce ne sont pas juste des petits patchs de routine. Ce sont des mesures d'urgence pour que chaque ordinateur de la planète applique strictement les mêmes règles mathématiques. Ok, donc je résume.
Les coffres sont ouverts, la sécurité est verrouillée, le protocole est aligné au cordeau, et, soudain, la gravité économique reprend ses droits. Inévitablement. Dès que cette ingénierie s'est activée, nos sources rapportent que 472 millions de pièces ont atterri sur les plateformes d'échange. Un demi-milliard de jetons d'un coup. C'est titanesque. Et logiquement, quand on inonde un marché comme ça, le prix s'effondre. Il est tombé autour des 17 centimes de dollars. La liquidité, c'est un juge impitoyable. Ouais, C'est le moment de vérité où ton idée théorique se heurte au carnet d'ordre réel. Le marché a absorbé un choc d'offres hallucinant sans aucune demande en face. et ce choc d'offres, il provoque des comportements incroyables. Pour préserver quelques centimes, les utilisateurs trouvent des parades de dingue. Comme ce qu'on a vu en Inde, oui. Exactement. Une de nos sources détaille comment les utilisateurs indiens esquivent leur propre système fiscal. La fameuse taxe TDS. Voilà. En Inde, il y a cette taxe TDS de 1% sur les cryptos. Et l'obligation de donner ses identifiants fiscaux, le PAN ou l'ADAR. Des barrières administratives assez lourdes. Très lourde. Du coup, ils utilisent une plateforme appelée BitBNS ou BTNX pour transférer les fonds temporairement avec juste un email et une ADF. Et hop, il passe sous le radar fiscal. Malin, non? Oui, ça illustre bien une dynamique universelle des cryptos. Le capital cherche toujours le chemin de moindre résistance. C'est clair. Mais l'histoire montre que ces failles, elles finissent toujours par être colmatées par les autorités. C'est de l'agilité à court terme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on a d'un côté cette débrouille pour gratter des centimes à 0,17 $, Ouais. et de l'autre, on a le dogme absolu, le GCV. Le Global Consensus Value. C'est ça. Une grande partie de cette communauté a décidé de façon totalement arbitraire qu'un pi valait 314 159 $. En référence au nombre pi, évidemment. Oui, le clin d'œil mathématique est sympa, mais on nage dans l'illusion collective totale. Comment il justifie ce déni de réalité économique face à un marché inondé? Alors, si on relie ça à la situation dans son ensemble, il faut se rappeler que toute monnaie fiduciaire repose sur une illusion collective. Oui, enfin, le dollar ou l'euro, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a un état derrière. Mais à la base, un billet de banque n'a de valeur que parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il en a. D'accord, je te l'accorde. D'ailleurs, le fondateur, Nicolas Kokkalis, l'a bien dit. Ni lui ni un gouvernement ne fixera le prix, c'est le marché qui décide. Mais le marché dit 17 centimes. Faire créer de la richesse juste en y croyant très fort. Ça se fracasse forcément contre le mur de l'offre et de la demande. Surtout quand on essaye de relier cette monnaie à l'économie réelle, parce qu'il y a ce grand rêve de l'argent liquide. Les distributeurs automatiques, Les fameux ATM. les sources nous offrent un panorama mondial qui donne le vertige. C'est vrai que l'infrastructure physique est énorme aujourd'hui. Rien qu'aux États-Unis, on parle de plus de 3000 distributeurs via des boîtes comme Bitcoin Depot ou CoinFlip. On peut y retirer jusqu'à 9000 $ par jour sous condition de KYC. Le Canada en a aussi plus de 3000. L'Australie, un bon millier. L'Europe a des limites entre 1000 et 10 000 euros. Même le Salvador a plus de 200 machines puisque le Bitcoin y a cours légal. Et en Afrique du Sud, Crypto Express gère un réseau de 3 à 4000 ATM. C'est massif. C'est massif, ouais. Mais attention, voilà la douloureuse ironie de l'histoire pour cette communauté. Ah oui, la réalité frappe à la porte. Absolument, aucune de ces dizaines de milliers de machines ne prend le pi. Zéro. Et l'Inde avait même tenté l'expérience des distributeurs crypto en 2018 à Bengaluru, mais la Reserve Bank of India a tout fait fermer. Donc l'infrastructure mondiale existe, la tuyauterie est là, prête à cracher des billets, mais la monnaie est totalement exclue du système. Pourquoi? C'est purement structurel. Un réseau d'ATM, ça demande des intégrations d'API complexes, des partenariats de liquidité profonds et une conformité légale béton. Ce que le réseau n'a pas encore. Tant qu'ils sont en phase de mainnet fermé, donc techniquement fonctionnel mais isolé du reste de la crypto, aucun opérateur d'ATM ne prendra le risque légal ou technique de les intégrer. C'est logique. Alors, si tu peux pas retirer ton argent en cash, tu cherches à le dépenser en ligne. Et là, la machine à rumeurs s'emballe. Et comment? La nature a horreur du vide. Du coup, on voit naître la plus grande rumeur d'Internet, la rumeur Amazon. Ah, les fameuses captures d'écran éditées. Oui, des fakes évidents. Nos sources décrivent une véritable hystérie sociale affirmant qu'Amazon teste les paiements en pi en secret. Sans aucune annonce officielle, bien sûr. C'est un jeu de téléphone arabe numérique à l'échelle planétaire. Une petite boutique accepte le jeton en peer-to-peer, et bam, ça devient un partenariat mondial secret avec Jeff Bezos. Ça soulève une question hyper importante sur la psychologie des foules, en fait. Pourquoi ils y croient autant, tu veux dire? Ouais,
L'absence de preuves ne les arrête pas, parce que cette rumeur répond à un besoin viscéral de validation. Des gens cliquent depuis des années. Se dire qu'Amazon valide cet effort, ça les rassure intellectuellement. D'un côté, on a envie d'y croire. Amazon a des millions de clients. Pourquoi refuser de nouveaux acheteurs? Il suffit de regarder leur marge. Exact. Une crypto qui peut perdre 50% de sa valeur en une nuit, c'est un cauchemar comptable absolu pour un logisticien. Les multinationales n'ont aucune incitation à toucher à des actifs volatiles. C'est pour ça qu'elles ne regardent que les stablecoins, ces jetons adossés au dollar. Elles veulent l'efficacité technique, pas le casino. Pourtant, théoriquement, la technologie sous le capot a un argument de poids. Le Stellar Consensus Protocol. Voilà. Contrairement au Bitcoin, qui est devenu lent et cher, ou Ethereum avec ses frais de gaz absurdes, ce protocole est pensé pour la vélocité. Il est conçu pour les microtransactions, rapide et quasi gratuit. Sur le papier, c'est l'outil parfait pour acheter un café ou un bouquin en ligne, non? Techniquement, oui, c'est supérieur pour le commerce de détail. Mais la technologie ne dicte pas l'adoption à elle seule. Il manque quoi alors? La clarté juridique. Les entreprises évaluent les risques. Gagner quelques clients ne vaut pas le coup si tu risques des problèmes de conformité monstrueux avec un réseau non régulé. Et en parlant de régulation et d'État, la machine à spéculer va encore plus loin. Ah, la rumeur sur les États-Unis. Oui. Une de nos sources rapporte que le gouvernement américain lui-même préparerait le lancement de ce réseau comme monnaie mondiale. Rien que ça. Alors là, il faut être d'une neutralité absolue, on rapporte juste ce qui est dans les sources. On est bien d'accord, il n'y a aucune preuve. Zéro. Aucun document officiel, aucune directive de la Fed ou du Trésor. C'est une extrapolation pure et dure basée sur l'intérêt général des États pour les monnaies numériques. C'est une rumeur non vérifiée. C'est dit. Alors qu'est-ce que tout ça signifie? Si les rumeurs ne payent pas les factures et que les ATM sont fermés, comment ce projet survit? En construisant la plomberie interne, la véritable utilité. Et c'est là qu'intervient une mise à jour hyper technique mais cruciale dans nos documents, le protocole Interlink Network. La fameuse version 5.0 d'Interlink. Exact. Avec l'introduction d'un SDK, un kit de développement logiciel. C'est probablement l'élément le plus sous-estimé par la foule, mais le plus important pour l'avenir. Pour faire simple, avec ce SDK, le réseau dit aux entreprises « Venez, ne vous embêtez pas à coder une blockchain de zéro, branchez-vous sur la nôtre ». C'est exactement ça. Ça veut dire qu'une boulangerie locale, une boîte de logistique ou un jeu vidéo pourrait intégrer la monnaie facilement, sans embaucher des génies en cryptographie. C'est un pont vital. C'est ce qui permet de passer d'un jeton spéculatif à une économie d'usage réel. Et cette mise à jour 5.0 s'attaque aussi à la confiance, je lis. Oui, l'anonymat, c'est un énorme frein pour le commerce. Donc ils intègrent des vérifications d'identité institutionnelles, comme l'Aadhaar en Inde, et il y a ce fameux score HCS mentionné dans les textes. Le score d'engagement, c'est essentiel. En liant une identité vérifiée à un score comportemental, les marchands peuvent enfin opérer avec un degré de confiance prévisible. C'est une bascule philosophique majeure, en fait. Complètement. On passe de la culture du hodl, où l'on garde ses jetons en espérant bêtement que le prix explose. Aux chefs d'entreprise qui utilisent le réseau tous les jours pour ces transactions. C'est la seule voie de survie. Si la tech ne résout pas les frictions du monde réel, elle deviendra juste une relique numérique. Ce qui nous amène à prendre du recul sur toute cette analyse détaillée. On a fait un sacré voyage. C'est clair. On a vu les portes du coffre s'ouvrir avec la deuxième migration, les exigences implacables de sécurité de l'A2F au protocole 21 et 23. On a vu le choc des 472 millions de jetons écrasant le prix à 17 centimes. Face au rêve fou du GCV à plus de 300 000 $, on a constaté l'ironie des ATM mondiaux inaccessibles. Et on a décortiqué les rumeurs absurdes sur Amazon. Connecter le réseau à la vraie économie. Ce qu'il faut retenir, c'est la tension entre le pouvoir d'une foule interconnectée et les mécanismes froids de la finance traditionnelle. Mais pourquoi ceux qui nous écoutent, même ceux qui s'en fichent de la crypto, devraient s'y intéresser? Parce qu'on observe en direct la plus grande expérience de psychologie économique de notre époque. Et c'est là-dessus qu'on va laisser notre public avec une dernière réflexion. Si la valeur de l'argent n'est, au fond, qu'une grande illusion collective partagée. Oui. Est-ce qu'une communauté de dizaines de millions de personnes peut, par sa seule obstination, forcer le monde financier à accepter qu'un actif virtuel vaut des centaines de milliers de dollars? Ou est-ce que cette utopie va fatalement se briser contre le mur de l'économie traditionnelle ? À méditer.